Bonjour aux adeptes de l'analyse sportive. En préambule, je vais faire un petit récapitulatif de la carte précédente avec les perspectives, les conséquences de l'événement pour les combattants. C'est pas une carte qui restera dans les mémoires avec quand même beaucoup de combats déséquilibrés, mais on peut en tirer des informations, des enseignements. On a bien malheureusement été privé du combat entre Cutelaba et Linz, qui promettait d'être sûrement le plus explosif et le plus disputé, à cause d'un problème médical de Linz. Alors, comme prévu dans la confrontation Algeo-Hernandez, ça a failli, vraiment ça a failli se finir au deuxième round, et même si Hernandez il a montré des progrès en parvenant à aller jusqu'à la décision, son avenir à l'UFC, il est franchement pas reluisant. Il n'a pas montré de réel progrès à part son cardio. Et je le vois mal arriver à faire plus que le top 10. À moins, voilà, qu'il parvienne à se réinventer totalement. Ensuite, Dober, alors là, Dober, c'était exactement ce que j'avais prévu, un KO premier rang. Et c'était vraiment prévisible, vu la lenteur et la faiblesse technique de Glenn debout. Là, pour le coup, c'est une victoire dont on peut pas tirer grand-chose. Pour Dober, ça lui a apporté sûrement quand même un peu de confiance en lui. Mais Glenn est vraiment un combattant qui va sortir de l'UFC assez vite. C'est vraiment étonnant qu'il arrive à s'y maintenir très longtemps. Et ensuite, Morono contre Buckley. Bon, là aussi, je n'étais quand même pas bien loin quand je disais que on avait aussi le très possible scénario de Buckley est connu pour son pouvoir de KO, alors l'autre va être très prudent. Et on peut pas tirer grand chose de ce combat à part par l'avancement dans le classement de Buckley et la rétrogradation de Morono. Alors par contre, s'il y a un combat qui nous enseigne quelque chose dans cette carte, c'est celui de Pfeiffer contre Alassane, parce que il montre que Pfeiffer c'est pas juste un combattant qui est talentueux debout, qui est en plus imposant physiquement, qui a une très bonne allonge, une bonne taille pour sa catégorie. Non, c'est qu'en plus il est puissant physiquement en tant que grappleur et il est bon techniquement aussi. Et franchement, c'est un très bon signe pour la suite de sa carrière, quand en plus on prend en compte son âge, parce que comme il n'a que 27 ans, il a vraiment un avenir prometteur dans l'UFC sous un bon coach. Et enfin, le main event Body, ça fait vraiment 2 fois de suite où le main event est complètement improbable. Parce que là, on a vraiment le premier KO sur un seul coup de l'ensemble de la carrière de Bobby Green. N'était jamais arrivé. Mais franchement, Dawson est à blâmer quand même, pour avoir esquivé en reculant la tête au lieu de la décaler sur le côté. Ce qui n'est vraiment pas rassurant pour la suite. Ça oblige un peu à réviser le jugement sur le striking de Dawson, qui est trop faiblard dans la défense et dans les esquives. Et c'est surtout en plus que ça montre un manque d'intelligence pour un combattant qui est surtout un grappleur, de ne pas avoir essayé tout de suite d'aller au sol et de ne pas avoir mis plus de pression pour amener le combat au sol. Et ça confirme quand même les craintes que je soulevais, qui sont un manque de vitesse et une faiblesse au menton de Dawson. Et ce n'est franchement pas rassurant pour lui pour la suite. Et je pense qu'il sera bloqué dans le top 5, qu'il pourra pas franchir le top 5.
à moins de vraiment se mettre en tête de seulement lutter et d'utiliser son striking pour feinter et pour ouvrir les amener au sol. Et voilà, mais en ce moment on peut pas dire qu'on ait grand chose à se mettre sous la dent hein, quand même. Parce que déjà cette dernière carte n'était pas exceptionnelle et celle qui arrive ne l'est pas davantage. L'unique combat qui semble vraiment intéressant là sur cette carte, c'est Jonathan Martinez contre Adrian Yanez, qui promet d'être une guerre hein, bien partagée pour une fois, puisque bien que Yanez laisse de bonnes ouvertures hein, dans sa garde debout, Martinez n'a pas non plus le pouvoir de KO de Rob Font. Après, est-ce que Yanez a bien récupéré de ce KO assez terrible hein, quand même qu'il a pris contre Rob Font? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Là, on a un co-main event qui est vraiment faiblard hein, tout de même, parce que Viviane Araujo, elle est sur la pente descendante, elle est quand même assez âgée, hein, tout doucement. En face, Jennifer Maya, elle a rien de très impressionnant. Elle aussi, elle est quand même un peu sur la fin, tout doucement. C'est vraiment pas au niveau de la plupart des co-main events qu'on a l'habitude de voir hein, quand même. Passons maintenant au combat Cameron Saaiman contre Christian Rodriguez. C'est un combat qui promet hein, d'être agréable à regarder, surtout parce que les deux sont quand même très jeunes, hein. 22 ans pour Saaiman et 25 ans pour Rodriguez. C'est un combat dans lequel l'avantage physique de Rodriguez va être important, puisqu'il a 10 cm d'allonge de plus, et il fait seulement 3 cm de taille de moins que Saaiman. L'un comme l'autre, ils n'ont pas une expérience de combat extrêmement longue ou importante, hein. Ils n'ont pas non plus affronté des adversaires très imposants ou dangereux. Bien que sur le terrain d'expérience, il y ait quand même un avantage pour Rodriguez, qui a quand même affronté Raul Rosas Jr., qui a affronté Jonathan Pierce. Et comme l'on peut prédire le résultat d'un combat, surtout sur les faiblesses d'un combattant, j'ai commencé par Cameron Saaiman. Le point qui saute vraiment aux yeux, hein, quand même, quand on le voit debout, Saaiman, c'est qu'il a quand même une tendance très inquiétante à se pencher en arrière quand il envoie ses combinaisons en anglaise. Et c'est un vrai problème parce que quand un combattant est trop penché en arrière pendant qu'il envoie ses combinaisons, ça expose son menton et ça rend ses esquives des contre-attaques beaucoup plus complexes et difficiles. Après, c'est globalement un bon kickboxer hein, qui pose ses appuis, qui ne bouge pas énormément, mais pas au point où c'est handicapant pour lui et où ça l'exposerait aux attaques de l'adversaire. Il a montré qu'il savait couper la cage et qu'il ne suivait pas bêtement son adversaire en ligne droite. Il a parfois quand même des choix discutables sur le moment où il enclenche ses attaques. Ce qui, combiné avec sa tendance à se pencher trop vers l'arrière, est un peu inquiétant hein, quand même. Il risque de se prendre des KO contre de très bons strikers. Son grappling est très similaire au niveau de son striking. Il est moyen. Au sol, il a quand même quelques difficultés à contrôler les hanches de son adversaire, ce qui laisse présager qu'il aura des difficultés à empêcher les bons grappleurs de prendre une position montée sur lui. Mais il est jeune et il a largement le temps de s'améliorer et de complètement changer ses compétences et son style. Mais comme il a combattu le 4 août 2023, on devrait voir le même combattant
dans la cage pour cet événement. De l'autre côté, Christian Rodriguez, c'est un peu l'opposé de Saiman. Lui, il n'est ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Une de ses grandes qualités à Rodriguez, c'est qu'il est d'un calme à toute épreuve et très impressionnant. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus responsable au niveau défensif. Ainsi, il s'expose beaucoup moins que Saiman. Il pourrait être très bon d'ailleurs debout, mais il lui manque quand même des explosions par-ci par-là. Il lui manque ce côté je presse mon avantage quand l'adversaire se relâche ou pour perturber le rythme du combat. Le gros problème de Rodriguez debout, c'est qu'il a tendance à avoir un rythme qui est trop uniforme, qui finit par le rendre prévisible. Mais il a l'avantage dans ce combat contre Saiman. Parce qu'un adversaire prudent battra toujours un adversaire qui déclenche au mauvais moment ses attaques, qui se découvre au mauvais moment, et qui n'a ni les feintes ni la vitesse qui permettraient de compenser ce défaut. Au sol, vraiment, il a cette très grande qualité d'être calme et méthodique. Il l'a montré contre Raul Rosas Jr. quand celui-ci fait une tentative d'étranglement. Il a bien défendu contre le bras qui servira à finaliser cet étranglement. Il n'a pas du tout paniqué face à la supériorité physique de Rosas dans les premiers rounds. Et il a tranquillement laissé celui-ci s'épuiser. Tous ces éléments mènent à conclure que Rodriguez l'emportera par décision unanime, surtout parce que Saiman il a montré qu'il savait quand même encaisser. Et si le combat se finit avant la limite, je pense que ce sera par une soumission au deuxième round, parce que je pense que Rodriguez a quand même un niveau supérieur au sol. Et la dernière méthode de victoire, ce serait KO de Saiman au premier round, car il a quand même un striking explosif. Mais je dis premier round, car au-delà de celui-ci, Rodriguez reprendra le dessus grâce à son calme et sa supériorité technique. Alors là, une fois n'est pas coutume, mais je vais encore faire une exception en parlant du combat Chairez contre Lacerda, car j'ai du mal à voir quand même pourquoi Lacerda a été signé à l'UFC. Là, il est sur une série de 4 défaites. C'est vraiment un combattant, si vous survivez au premier round, en fait vous êtes sûr d'avoir gagné. Et comme en face Chairez, il est très calme, il est quand même attentif à ne pas faire de trop grosses fautes, à trop s'exposer debout. En plus d'être quand même assez bon au sol, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'analyser ce combat de manière exhaustive. Ainsi, la méthode de victoire qui me semble la plus évidente, c'est KO Chairez au premier ou au deuxième round. Mais comme Lacerda donne tout en général au premier, c'est pas non plus impossible qu'il mette KO au premier round Chairez, mais c'est très peu probable. Passons maintenant au combat Pereira contre Petroski. Ils ont une allonge et une taille presque identiques. Là où c'est un combat qui ne fait pas vraiment plaisir à prédire, c'est voilà toute la folie et le chaos que Pereira peut apporter. C'est un athlète exceptionnel quand même, il faut le noter. Mais il se repose beaucoup trop sur cette qualité, au détriment de ses fondamentaux, de l'intelligence de combat. Cependant, s'il utilisait beaucoup trop d'attaques acrobatiques inspirées de la capoeira à son arrivée à l'UFC, depuis peu quand même il montre qu'il a vraiment bien progressé, qu'il a réussi à se calmer, à mieux gérer son énergie. Ça lui permet quand même aujourd'hui d'avoir une série de 5 victoires à l'UFC. Quand on rentre dans le détail de ses compétences, on se rend compte que c'est quand même un combattant très complet. Il a une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien de Savio Roveno. Il a des amenés au sol qui sont plutôt en réaction à une ouverture de l'adversaire, à une maladresse de l'adversaire, qu'à une vraie volonté d'amener le combat au sol, car il a l'air de véritablement préférer garder le combat debout.
Comme point positif, il a vraiment une très bonne mobilité debout, qui est grandement inspirée du karaté, avec des appuis assez écartés, où il sautille quand même beaucoup sur ses appuis. Le problème de ce style, c'est que cela combiné avec ses déplacements et ses attaques acrobatiques, ça lui fait dépenser beaucoup d'énergie. Quant à son anglaise, elle est explosive, mais elle manque quand même de propreté technique, si bien que combiné à sa garde basse, il a tendance à exploser son menton quand il est sur l'offensive. Un adversaire avec une bonne anglaise pourrait être quand même un danger assez conséquent pour lui. Le point le plus évident dans ses défauts, c'est que son style chaotique, il crée des difficultés à presser son avantage ou à exploiter les opportunités que son explosivité lui ouvre. Quand il a clairement blessé l'adversaire, il perd parfois un peu de temps ou il ne le presse pas du tout. Ce qui se reflète dans ses victoires à l'UFC, où il n'a que 17% de KO et 17% de soumission. Son adversaire, André Petroski, est lui aussi sur une série de 5 victoires à l'UFC, avec un meilleur ratio quand même de finition, avec 20% de KO et 40% de soumission. Il a reçu une ceinture marron en jiu-jitsu brésilien de Daniel Gracie. Une de ses forces en tant que grappleur, c'est qu'il s'est très bien passé en contrôle latéral, grâce à quand même un assez bon contournement des différentes formes de garde en jiu-jitsu, si bien que l'Anaconda Choke semble être sa soumission préférée, puisqu'il a sorti quand même 2 fois dans sa carrière. Son point quand même un peu négatif, c'est que debout, il est quand même assez brouillon. Sa garde en anglaise, elle est quand même au niveau des épaules, donc ce qui est plutôt bien, c'est de trop découvrir son menton. Il ne se penche ni trop en avant ni trop en arrière. Il a quand même une assez bonne répartition du poids. Par contre, en anglais, ses coups ont tendance à partir bizarrement à la fin, car il fait une sorte d'hyper-extension de son coude. Il a des kicks qui manquent quand même un peu de fluidité, qui sont quand même un peu rigides. Il n'a ni l'explosivité, ni la vitesse ou la technique debout qui lui permettrait de battre Pereira. Et dans le domaine des amenés au sol, il a une bonne lutte en single ou en double leg. Mais les sprawls dynamiques et explosifs de Pereira et sa force physique, son cardio laissent quand même présager qu'il aura du mal à l'amener au sol et à le maîtriser. Ainsi, mon pronostic, c'est que la défense de takedown de Pereira sera trop difficile à passer pour Petroski. Donc je donnerai décision en faveur de Pereira, car même si Petroski sera sûrement dominé debout, il va essayer de ralentir le combat en tentant des amener au sol, mais avec les échecs répétés et la fatigue, il va être obligé d'échanger debout et il perdra ainsi au point contre Pereira. Après, l'option un peu moins probable, mais quand même possible, c'est KO au deuxième, au troisième round de Pereira, car justement, Petroski aura été fatigué par ses tentatives d'amener au sol, et il se fera cueillir. Passons maintenant au combat entre Viviane Araujo et Jennifer Maia. Pour le coup, c'est quand même un co-main event assez faiblard, et donc je vais passer tout de suite aux avantages de l'une et l'autre. Alors pour Viviane, elle a 10 cm d'allonge de plus que Maia, mais elles font la même taille. Alors elle a une bonne anglaise, même si elle est un peu trop ample, qu'elle utilise un peu trop de crochet ou de overhand. Après elle a un bon jab quand même, et un bon bras arrière aussi en direct. Elle a un peu une tendance à marcher quand même au lieu de faire des petits pas chassés dans son jeu de jambes. C'est quand même un petit peu un problème. Elle a parfois tendance à attaquer sans être à distance de frappe, ce qui l'ouvre au cou et qui ouvre sa garde. On l'a vu contre Chookagian ou Alexa Grasso. Et elle n'a rien d'exceptionnel en tant que grappleuse. Et de l'autre côté, Maia, elle a vraiment une mauvaise anglaise.
car contrairement à quand même Viviane, qui elle a des jabs et directs corrects, là il n'y a pas grand chose pour sauver les meubles, hein. Et elle aussi, elle se découvre beaucoup trop pendant ses combinaisons en anglais, si bien que des fois elle se jette sur les coups de l'adversaire avec la garde basse. Elle a aussi un peu une tendance à se figer quand elle prend des coups, mais par contre c'est quand même une meilleure grappleuse que Viviane. Et donc pour le pronostic, là on se retrouve un peu dans la situation Bobby Green contre Dawson, hein, où il y en a un qui est bien meilleur que l'autre debout et l'autre qui est quand même bien meilleur au sol. Et donc là, ce sera à qui saura imposer le domaine où il est le meilleur qui gagnera. Mais étant donné qu'on est dans une catégorie féminine, il y a très peu de chances qu'il y ait un KO. Et franchement, la meilleure chance que le combat se finisse avant la décision, c'est par soumission. Donc j'irai plus du côté de Maya, hein. Mais dans ce combat-là, c'est vraiment du 60%, 40% en faveur de Maya. Je pense qu'il y a quand même pas mal de chances que le striking de Viviane fasse tourner ce combat en sa faveur aussi. Si Maya n'a pas l'intelligence de forcer le passage au sol. Passons maintenant au main event. Alors Barbossa, il fait 6 cm de taille et 11 cm d'allonge de plus, ce qui va quand même peser lourdement dans un combat entre deux strikers. Alors dans ce qui est quand même plutôt son point négatif, c'est son anglaise, car il ne tourne pas souvent les épaules quand il envoie un jab ou un cross. En plus, il a tendance quand même à lever le coude dans ses directs ou ses crosses, qui réduit la distance de ses attaques. Côté défense, il s'expose surtout au jab de l'adversaire. Il a un peu une mauvaise manie de perdre l'appui sur son pied arrière au moment de lancer des kicks, qu'ils soient des low, des middle ou des high kicks. Mais sa grande force, hein, tout le monde la connaît, pas besoin de la présenter, hein. C'est son explosivité, sa vitesse et sa capacité à les utiliser au bon moment quand il y a une ouverture. Ainsi, pour déterminer si Youssouf arrivera à battre Barbossa, il faut voir s'il a une défense qui est adaptée dans ce combat. Alors lui, de son côté, il a un jeu de jambes qui est bien planté, qui n'est pas forcément très mobile. Là où c'est un problème, c'est surtout parce qu'il ne le compense pas avec des feintes qui perturberaient l'adversaire, avec un bon mouvement de tête ou des variations dans ses attaques. En anglaise, hein, son gros problème, c'est que il utilise son jab, et même si celui-ci est bon car il le fouette bien au lieu de le pousser comme le font beaucoup à tort, ça le rend très prévisible, parce qu'il a du mal à utiliser son bras arrière, son cross, qu'il ne prépare pas, ou très rarement, en feintant ou en doublant son jab puis en envoyant son cross. Là, dans la situation du combat contre Barbossa, ça va être un vrai problème, car un des meilleurs moyens de battre Barbossa, c'est de l'empêcher de prendre la distance à laquelle il peut utiliser le plus efficacement ses kicks. Il y a également le problème de son cardio, hein, car contre André Fili, il a montré des signes préoccupants à ce niveau. Oui, il garde quand même bien ses mains hautes, il se défend plutôt bien, mais là encore contre André Fili, il a montré que la fatigue lui faisait perdre sa défense sur son côté droit. À l'inverse, son côté gauche est plutôt bien défendu, car il peut compter sur son jab pour dissuader l'adversaire de l'attaquer de ce côté. Mais voilà, le problème également, c'est qu'il a du mal à changer de pied d'appui parce qu'il reste toujours en southpaw, en gaucher, et il ne sait pas switcher, il ne sait pas changer en orthodoxe, c'est-à-dire en garde droitier. Après, pour le grappling, je vais pas rentrer dans le détail parce que ils sont à peu près du même niveau hein, au sol. Et donc j'en viens au pronostic. Donc non seulement Youssouf il a des difficultés à presser son avantage, à user de combinaisons, alors à cause de cela, à moins d'un chaos chanceux,
il risque de ne pas faire assez de dégâts avec son seul jab, et après de se découvrir au deuxième ou au troisième round à cause de la fatigue, comme il a pu le faire contre André Fili. Mais là, contrairement à Fili, Barbossa, je le vois mal ne pas se jeter sur l'occasion de lui mettre un high kick ou un coup de pied retourné. Et le grappling de Youssouf ne sauvera probablement pas. Donc la méthode de victoire la plus probable, c'est KO de Barbossa au deuxième ou troisième round, ou par décision. Après, si Youssouf gagne, ce serait plutôt dans le premier round. Et voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les prochaines cartes seront plus palpitantes que les deux que l'on vient d'avoir, ou que les combats intéressants ne seront pas annulés, hein, croisons les doigts. Maintenant, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications. Profitez bien de la Fight Night qui arrive et je vous dis à la semaine prochaine pour l'UFC 294.